Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Deux domaines furent façonnés par la main de Dieu. La terre, habitée par les hommes, et la mer, chargée de produire en abondance des animaux vivants. Les créatures qui peuplent les mers forment une famille immense, comprenant des espèces de toute taille, de toute forme et de toute couleur. C'est l'accomplissement littéral du commandement de Dieu lors de la création que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Oui, la mer est une étrange et merveilleuse partie de l'univers de Dieu. Mais voici notre monde. Un monde dont l'aspect nous est familier. Et les sons aussi. L'oreille nous en apprend presque autant que l'œil sur notre univers. Oui, les sons nous apprennent bien des choses sur notre monde. Mais sous la surface de la mer, l'homme est prisonnier d'un silence accablant, mystérieux. Là, son oreille ne lui transmet pratiquement rien. Il n'est pas étonnant qu'au sujet de la mer, on ait longtemps parlé de la paix des profondeurs. Et de siècle en siècle, on retrouve dans les récits sur la vie maritime la même croyance. L'homme a été longtemps persuadé que ce monde mystérieux était silencieux comme une tombe. C'est le cas de ce commentaire du guide d'un aquarium européen. Si certains crustacés et certains poissons sont capables d'émettre des sons, ils sont si rares, ils ne peuvent être perçus qu'à une distance tellement courte qu'ils n'entrent pratiquement pas en ligne de compte. Sous la surface des eaux, l'ardeur, la faim et l'agonie sont silencieuses. Et même s'il n'en était pas ainsi, aucune oreille ne pourrait les entendre. Avec l'avènement du XXe siècle, une ère nouvelle a fait son apparition. L'âge de la radio et le développement de la lampe sous vide qui permet d'amplifier les courants les plus faibles. Et du microphone capable de changer les ondes sonores en énergie électrique. Il était inévitable qu'avant longtemps, quelqu'un inventât une méthode pour se servir de ces premiers appareils électroniques afin d'écouter sous la surface de la mer. Très fruste, parce qu'improvisé à la hâte, voici un instrument qui pouvait détecter les sons de vaisseaux en mouvement. Les sons sous la surface de la mer. Donc, les profondeurs n'étaient pas tellement silencieuses. Ceci dit, ce ne fut pas une découverte sensationnelle. Nous savions déjà que le son se propageait 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Alors, puisque l'eau est un si bon conducteur, pourquoi n'entendons-nous pas les bruits de la mer? Eh bien, l'une des raisons, c'est que la limite entre l'air et l'eau est presque aussi efficace qu'un mur épais. Mais la raison la plus importante, c'est que l'oreille humaine fonctionne mal dans l'eau. Pour le monde sous-marin, il fallait de nouvelles oreilles, spécialement destinées à opérer sous les eaux. Ce fut cette réalisation qui conduisit à la mise au point d'un instrument connu sous le nom d'hydrophone, un microphone sous-marin qui détectait les bruits de la mer avec une clarté qu'on ne pouvait imaginer même en rêve. En 1941, la connaissance de la mer devint pour l'homme une question de survie.
ce fut l'avènement du sonar. Les ondes sonores, réfléchies et captées par les hydrophones, donnaient la direction et la distance avec une étonnante précision. Mais ce fut une batterie d'hydrophones, installée par la Défense nationale devant l'entrée de Chesapeake Bay, qui conduisit à une découverte véritablement fascinante. Les hydrophones, reliés à un tableau de contrôle équipé de lampes clignotantes, permettaient aux opérateurs de repérer la position des navires en mouvement. C'est un soir de la fin du printemps 1942 que les essais furent terminés. La nuit même, les opérateurs entamèrent leur première veille solitaire. Soudain, les lumières rouges se mirent à clignoter. Les hydrophones de la baie lançaient des signaux d'avertissement. Quelle était la cause de ces sons étranges? Aucune trace d'un bâtiment inconnu ne put être trouvée. Ce phénomène se répéta tous les soirs et devint un des mystères les plus déconcertants de la guerre. Le militaire demanda l'aide de l'homme de science, et la réponse apparut enfin sur le télétype. Ne tenir aucun compte des signaux inhabituels des hydrophones, sons produits par des bancs de poissons connus sous le nom de cyanidés. Les poissons parlaient. Lorsque la guerre se termina, l'histoire des sons sous-marins put enfin être contée. Et un groupe formé par des chercheurs de Los Angeles, appartenant à l'Institut scientifique Moody, entreprit une mission historique, la réalisation du premier film sonore sous-marin. Ce fut le début d'une longue série de descentes dans le bleu royaume des eaux. C'était là un univers dont l'aspect et les couleurs nous étaient familiers depuis des siècles, mais un univers où l'homme était resté presque totalement sourd. Sourd jusqu'au jour où de nouvelles oreilles lui ouvrirent un royaume aussi bruyant, aussi sonore que le sien. Certains de ces sons étaient assez facilement identifiables. Mais d'autres restèrent inexpliqués. En particulier, ceux qui jaillissaient mystérieusement des ténèbres qui règnent en dessous de la limite de pénétration des rayons solaires. Tous les faiseurs de bruit ne sont pas aussi faciles à identifier que notre ami la tortue de mer. Ainsi, les recherches furent poursuivies implacablement pendant des années. Dans des endroits comme celui-ci, le laboratoire maritime de Narragansett, où le docteur Mary Polenfish et son équipe ont soigneusement analysé et catalogué les sons produits par des centaines d'espèces de poissons, de crustacés, de mollusques et de mammifères. Le son émis par chaque animal est tellement caractéristique que les spectrographes comme celui-ci reproduisent des enregistrements de voix d'une telle fidélité que chaque espèce peut être clairement identifiée. Les habitants de la mer émettent des sons pour les mêmes raisons que les créatures vivant sur la Terre. Certains de ces sons sont des chants, dont la répétition des phrases musicales est très analogue au chant des oiseaux, bien que dans le cas présent, notre chanteur soit une lointaine baleine. D'autres rappellent le bourdonnement des insectes un soir d'été. Mais la plupart des sons d'origine biologique expriment des appels, des avertissements ou des réactions provoquées par la peur ou la douleur.
Le poisson-grenouille, par exemple, proclame à grand bruit ses droits sur le territoire qu'il a choisi pour s'y fixer. C'est sa façon de dire « propriété privée, défense d'entrée ». Cependant, pour s'adresser à sa tendre moitié, il sait changer du tout au tout le ton de sa voix. De sa voix? Comment ça? Les poissons n'ont ni poumons, ni larynx, ni cordes vocales. L'air ne peut être le véhicule du son qu'ils émettent puisqu'ils n'en ont pas. Alors comment les poissons peuvent-ils parler? Eh bien, Dieu les a pourvus d'un équipement très particulier, plus diversifié que les instruments d'un orchestre symphonique et dont chaque pièce a été créée pour fonctionner dans l'eau. Pour nombre de poissons, l'organe destiné à produire des sons est une structure gonflée d'air qui est enveloppée ou bandée par des longues fibres musculaires. En frappant ou en faisant vibrer cette chambre de résonance, ces organes produisent une variété d'aboiements, de gémissements et de grognements suivant les espèces. Nous venons d'entendre un cyanidé et un poisson-grenouille. Voici la voix d'un grondin. Le hérisson de mer possède une sorte de section de percussion encastrée. Un dispositif composé d'une sorte de râpe logé dans la gorge et de résonateurs qui permettent d'amplifier le son. C'est le squelette qui sert d'instrument pour produire les notes du callionyme. Les os, ou si vous préférez les arêtes de la ceinture pelvienne, transmettent les vibrations musculaires au flanc du poisson qui font fonction de peau de tambour. Ces voix des profondeurs sont des découvertes pour la majorité d'entre nous. Et ça, savez-vous ce que c'est? Eh bien, c'est une langouste. Au stade actuel de ces recherches, la langouste est le seul animal connu qui produit des sons à l'aide d'antennes. Privé d'oreilles électroniques, vous pourriez traverser à la nage un paysage sous-marin rocheux comme celui-ci, sans vous douter qu'il est habité par des millions et des millions de minuscules crevettes, une des espèces les plus prolifiques parmi les faiseurs de bruit sous-marins. Mais l'hydrophone, lui, détecte un crescendo sonore produit par ses petits amis invisibles. Ces crevettes grises sont minuscules, beaucoup plus petites que leurs cousines que nous mangeons. Elles n'ont même pas 3 cm de long. L'une de leurs pinces est plus grande que l'autre, et c'est là l'organe qui produit les sons. Dans un groupe de ces créatures, chaque cliquetis de l'une d'entre elles se fond dans un vacarme de crépitement continu. De toutes ces créatures, aucune n'a provoqué autant d'intérêt chez l'homme que l'amical dauphin et le marsouin. Certains d'entre eux sont devenus des vedettes de la scène, de l'écran et de la télévision, enchantant les spectateurs par leurs sauts, leurs acrobaties et leur air tellement heureux d'avoir des contacts sociaux avec l'homme. Les dauphins ne sont pas des poissons, mais des mammifères dont le sang est chaud et qui respirent de l'air. Après l'homme, ils sont peut-être les deuxièmes sur le plan de l'intelligence. Leurs cris rauques, empreints de gaieté, et leurs sifflements, qui contribuent à la drôlerie du spectacle, peuvent être émis aussi bien au-dessus qu'en dessous de la surface de l'eau. Et en pleine mer, ils s'en servent pour communiquer entre membres d'un même groupe. Pas d'oreilles pour entendre. Rien de plus faux. Le corps entier d'un dauphin peut percevoir le son. Mais ces oreilles ont été spécialement créées pour fonctionner dans l'eau, même sous la pression écrasante de 300 mètres de profondeur. L'ensemble de ce système donne à cet animal d'étonnantes facultés auditives, d'une grande précision directionnelle et sensible aux fréquences de 180 000 Hz ou cycles, le Hertz étant une unité de fréquence égale à un cycle par seconde. C'est bien au-dessus des facultés de l'oreille humaine, mais ce n'est pas tout. Des œillères en caoutchouc faisant ventouse ont été placées sur les yeux de ce dauphin à Marine Land du Pacifique en Californie. Et l'on jette 3 anneaux au hasard dans l'eau.
Bien que notre animal soit ainsi privé de l'usage de ses yeux, cela ne l'empêche pas de localiser et de rapporter les anneaux. On peut dire que ce dauphin fait mouche à tout coup. Comment fait-il ça? Grâce au sonar. Parfaitement. Même comparé au premier équipement sonar de l'homme, celui du dauphin est en fait incroyablement plus complexe. À proximité des évents du dauphin, de ses narines si vous préférez, il existe des structures qui produisent d'intenses pulsations qui se traduisent en sons qui, pour nous, représentent de rapides séries de clics aigus. Le crâne et les autres régions de la tête dirigent la plus grande partie de cette énergie sonore en avant. Les fréquences plus basses sont utilisées pour les communications normales. Les fréquences extrêmement hautes sont, elles, concentrées dans un faisceau étroit, utilisé pour atteindre des cibles bien définies. Le système qui détecte le retour de l'écho est lui aussi hautement directionnel. L'huile qui remplit les canaux de la mâchoire inférieure guide apparemment les signaux directement à l'oreille centrale. Ces échos transmettent des informations précises concernant la taille, la forme et la nature des objets, et même parfois sur leur texture et leur composition. À quel point le sonar du dauphin est-il remarquable? L'homme commence seulement à le découvrir. Au service de recherche biologique de la marine des États-Unis, à Point Mugu, Californie, un dauphin à gros nez nommé Doris peut, les yeux bandés, distinguer les différents métaux employés pour faire les disques d'une cible. Au cours de cette expérience particulière, sa mission sera de différencier deux métaux, le cuivre et l'aluminium. S'il réussit, il fera preuve d'un grand discernement. On bande d'abord les yeux de Doris et on l'envoie ensuite à une extrémité du réservoir. Les cibles sont mises en place à l'autre bout. Le signal est donné et Doris commence sa course. Bien qu'elle soit dans l'obscurité totale, il faut qu'elle franchisse les guichets et qu'elle identifie ensuite la cible de cuivre, située à votre gauche. Écoutez. Le sifflet annonce son succès et la récompense. Avant chaque course, les cibles sont remontées et replacées dans un ordre complètement différent. Cette fois-ci, le cuivre est à droite. Revoyons ça. Le cuivre est à nouveau à droite. Remarquez le mouvement scrutateur du dauphin. Il compare les échos des deux cibles avant de faire son choix. Le magnétoscope permet de revoir la scène et aussi de la ralentir afin de pouvoir étudier en détail les mouvements en association avec les sons. Au cours d'expériences comme celle-ci, les hommes de science sondent toute l'étendue des capacités soniques des dauphins. Elles sont vitales pour eux, car seule cette capacité leur permet de trouver leur nourriture et d'éviter des obstacles même dans des eaux tellement opaques que toute vision est impossible. Ce n'est pas seulement une question de commodité, mais une question de vie ou de mort. On pourrait penser que les plus grandes créatures qui aient jamais vécu sur la Terre étaient en mesure de produire des sons tonitruants. Or, il se trouve qu'une des plus basses fréquences connues parmi la faune maritime provient de l'un de ces incroyables géants comme la baleine à bosse. Cependant, les baleines pilotes, malgré leurs 2 ou 3 tonnes, ont été surnommées les canaris de la mer. La voix des baleines n'a aucune commune mesure avec leur taille.
L'un des sons sous-marins les plus étonnants qu'on ait jamais enregistrés est constitué par ces appels de détresse émis par Namou, un des premiers épaulards qu'on ait capturés. Lorsque cet animal fut remorqué près de Seattle, d'autres baleines furent repérées dans le secteur. Et grâce à l'hydrophone, on put entendre les lamentations de Namou traversant les eaux du détroit. Le vaste domaine des grosses baleines couvre près de 70% de notre planète. Au nord, le Grand Nord, les océans plongent sous les premiers bancs de glace qui se détachent et ensuite sous la banquise. C'est parmi ces blocs à la dérive que vivent quelques-uns des musiciens les plus invraisemblables. Voici le chant de l'Erignatus, le phoque barbu. Des cloches, des tambours d'acier, quelque chose que l'homme a fabriqué. Les Esquimaux savent de quoi il s'agit. Les morses. Les poches gonflables situées dans le gosier du mâle adulte, au printemps, reproduisent le son de la cloche. De plus, les deux sexes émettent des grincements et un cliquetis assez comparable aux pulsations du sonar du dauphin. Tout comme les morses, les phoques de l'Arctique et de l'Antarctique possèdent apparemment un système d'orientation sonique efficace. Le phoque de Weddell, par exemple, se dirige fort bien dans l'obscurité qui règne sous d'épais bancs de glace. Il repère sa nourriture à 300 mètres au-dessous de toute pénétration possible de la lumière. Et il la rapporte chez lui dans un trou minuscule qu'il a pratiqué pour pouvoir respirer quelque part dans ses déboutes glacées 400 mètres au-dessus de sa tête. Tout ceci, il le fait même au cours des ténèbres de la longue nuit polaire. C'est là, dans ce cadre, que nous avons eu cette saisissante révélation. Ce que l'on appelle la paix des profondeurs est peuplée de nombreuses créatures dont la survie dépend du son émis. Ici, l'aveugle peut vivre. C'est le sourd qui meurt. Il y a des siècles, l'homme a plongé la tête sous la surface de l'eau. Il a écouté. Et il n'a rien entendu. Il en a donc conclu que sous la mer, il n'existait aucun son et que c'était la paix des profondeurs, en somme. Autrement dit, il avait procédé à un examen, découvert un fait et tiré une conclusion. L'examen était simple. Il avait mis sa tête dans l'eau et il avait écouté. Le fait qu'il découvrit était évident. Il n'avait rien entendu. La conclusion qu'il tira semblait logique. Après tout, il avait des oreilles. S'il n'avait rien entendu, c'est qu'il n'y avait rien à entendre. Or, nous savons maintenant que la conclusion de cet homme était fausse, car il n'était pas équipé pour pénétrer dans ce domaine. Il y a un très grand nombre de sons dans la mer, mais il n'avait pas les oreilles qu'il fallait. Il existe un autre domaine. Nous l'appelons le domaine de l'esprit. Dans ce domaine, il est question de Dieu, de notre salut, de l'éternité, du ciel. J'entends quelqu'un répondre, vous ne croyez pas à des choses pareilles, c'est de l'enfantillage, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui vous autorise à dire cela? Parce que vous avez vérifié sans doute. Votre intelligence a exploré ce royaume. En plongeant la tête dans ce que nous appelons le domaine spirituel, vous n'avez rien vu ni rien entendu. Et vous avez décrété alors qu'il n'y avait rien. Autrement dit, vous avez procédé à un examen, découvert un fait et tiré une conclusion. Mais cette conclusion est-elle juste? Cet examen a-t-il été fait sur des bases valables? Dieu dit dans la Bible, « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » En d'autres termes, l'homme n'est pas équipé par la nature de façon à comprendre ou à explorer le royaume des choses de l'esprit. Il manque à l'homme un élément qui est vital. Nous avons accepté cet hydrophone en qualité d'instrument scientifique parce que nous savons qu'il fonctionne. Il fonctionne parce qu'il y a des années, un homme a cessé de croire à l'efficacité de ses oreilles, abandonné des idées préconçues, des préjugés.
Et il a été en mesure de découvrir certaines lois fondamentales de la nature, les lois de Dieu. Et il a suivi ensuite ces lois d'une façon méticuleuse. Avant que l'homme puisse connaître le mystère des sons sous-marins, il lui fallait de nouvelles oreilles. Avant que l'homme puisse connaître le mystère du domaine où règne l'esprit, il lui faut non seulement de nouvelles oreilles, mais de nouveaux yeux, un nouveau cœur et une nouvelle vie. Et nous lisons dans la Bible, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il y a par le monde des millions d'êtres humains aujourd'hui. Il y en a des millions qui ont vécu à travers les âges, qui ont fait cette même expérience, cette recherche. Ils ont par la foi reçu Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme leur sauveur, et leur vie a été complètement transformée. La réalité de ce que l'on appelle le domaine spirituel est devenue le facteur dominant de leur existence. Ils savent parce qu'ils ont cru. Voici deux instruments. L'un nous a ouvert la voie des secrets de la mer et l'autre celle de la promesse d'une vie éternelle. Et aujourd'hui, il existe une nouvelle voie, la voie des profondeurs. Elle supplie du fond des mers pour dire « Faites vos examens, découvrez les faits, mais au royaume de l'esprit, pour le salut de votre âme dans l'éternité, tirez la bonne conclusion. Croire et savoir. »